Voir une séquence où il est en train de parler à ses partisans parce qu'il a été retranché chez lui avec des soldats qui étaient et donc des partisans qui le protègent. Alors il y a deux cercles en fait. Il y a les soldats et puis les jeunes qui le protègent aussi. C'est assez étonnant. C'est beau à voir. Les soldats, en fait, il y a eu une nouvelle, un nouveau. En fait, des nouveaux acteurs qui sont entrés en jeu aujourd'hui, c'est l'armée. Il l'a lui-même déclaré. Il remercie, dans une communication faite sur Facebook, il remercie la faction loyaliste de l'armée. Pourquoi a-t-il besoin de le dire? Oui, alors qui sont ces soldats? Voilà. D'ailleurs, on va l'écouter. Vous avez raison, on va l'écouter parce qu'il est encore intervenu ce matin sur les réseaux sociaux et voici l'appel qu'il a lancé. Camerounaises, Camerounais. Malgré ce climat de terreur orchestré pour nous faire reculer, nous n'allons pas céder. Je vous appelle donc du lundi 3 au mercredi 5 novembre à observer des villes mortes. Que le pays tout entier se fige pour que le monde entier sache que nous résistons et que nous ne céderons pas. Donc, est-ce qu'il joue avec le feu, là, ou pas, chez Romain? Non, c'est ça qui est impressionnant, c'est que justement, il joue pas avec le feu. Justement, il compte avec le temps. C'est extrêmement habile. C'est-à-dire qu'il ne jette pas ses partisans immédiatement dans la rue. Il leur dit, je suis organisé, je suis un homme responsable. On va attendre une petite semaine, le temps de pouvoir organiser une véritable, une grève générale, en fait. Grève générale dans tout le pays. C'est très habile. Parce que ça lui laisse à la fois le temps, de s'organiser politiquement, ça lui donne du temps devant lui, ça joue la responsabilité. Et objectivement, c'est ce qu'il fallait faire. Oui. D'ailleurs, il est à sa troisième phase. Hein. Il avait d'abord appelé à manifester. Donc, il y a eu des manifestations au Cameroun le 26, à la veille de la proclamation des résultats. Il y a eu des manifestations violentes, réprimées. On a vu des chars de guerre et des véhicules de combat dans les rues. On a vu des gens qui tiraient quand même sur des manifestants. Mais pour revenir sur la logique du temps, il faut dire que Paul Biya a toujours su manier le temps en sa faveur. C'est-à-dire qu'en 1992, il y avait eu des villes mortes comme aujourd'hui, il y avait eu des arrestations, mais le temps avait profité au chef de l'État. Donc je pense que plus le temps passe, plus Paul Biya, qui maîtrise bien son appareil politique, s'installe aisément. Comment l'opposition essaye de lutter. Vous vouliez réagir en rappelant, je voulais juste rappeler le score moins écrasant pour Paul Biya, ce qui pourrait être presque une surprise quand même. Tout à fait. On à peine 54%, enfin même pas 54% de... C'est ça, on est à 53%, 66. Voilà, c'est ça pour Paul Biya. On a quand même un même schéma avec la Côte d'Ivoire dans le sens où les principaux opposants au Cameroun ont été le principal opposant qui était avant Issa Tiroma Bakary a été écarté de la présidentielle. On s'est retrouvé avec un ancien ministre de Paul Biya qui est devenu le principal adversaire donc de Paul Biya. Est-ce qu'une alternance est possible dans le contexte camerounais? Est-ce que le Conseil électoral, le ELECAM qui s'occupe des élections au Cameroun est en mesure de dire que Paul Biya a perdu le scrutin dans le sens où on soupçonne quand même, du moins les opposants soupçonnent ELECAM d'être inféodé par le pouvoir. Le Conseil constitutionnel, est-ce que c'est un organe assez impartial pour dire la vérité des urnes? Les opposants n'y croient pas. Donc en fait, il y a une sorte de verrouillage du jeu électoral au Cameroun selon l'opposition. Du côté du pouvoir, on estime que il faut respecter les institutions républicaines. Ce sont des institutions fiables qui donnent des résultats fiables. On a quand même vu qu'il y avait deux résultats. On reviendra peut-être tout à l'heure. Issa Tiroma Bakary avec ses chiffres, le Conseil constitutionnel avec ses chiffres. Donc on voit qu'il y a aujourd'hui un manque d'entente entre la classe politique et les institutions. Effectivement. Mais alors on peut voir aussi qu'il y a d'autres pays africains. En ce moment, c'est la Tanzanie. Hein. Là aussi, on est un peu dans le même scénario. C'est ça qui est important d'expliquer. C'est qu'il y a un contexte régional d'opposition et de levée d'une génération qui a 20 ans, qui en fait est la réalité de la population africaine, aussi bien au Tanzanie qu'au Kenya, qu'en Madagascar, qu'au Maroc. Des manifestations nombreuses ont pu même avoir raison. Oui, la Gen Z, effectivement. La fameuse Gen Z qui se lève. Alors la Gen Z était à manière un peu hype, un peu à la mode de qualifier en fait toutes ces générations qui, génération après génération, à 20 ans, se soulèvent pour les mêmes problèmes, des problèmes de corruption, des problèmes de mauvaise gestion, des problèmes de sous-développement, des problèmes
tout simplement électrique et de distribution d'eau. Mais au fond, il y a cette idée qu'il est temps qu'une nouvelle génération reprenne l'affaire. Et il s'est passé quelque chose au Cameroun. L'opposant Bakary n'a pas seulement obtenu 35% des voix, ce qui déjà était énorme, parce que ça double pratiquement le score du précédent opposant qui en 2018 s'était opposé à Paul Biya. Mais qui est quand même issu du Sérail, oui, c'est d'ailleurs pourquoi, pour rebondir, c'est pourquoi il ne fait pas les erreurs de ses prédécesseurs. Exactement. On se souvient qu'en 1992, il y a John Fungi qui s'était déclaré vainqueur. En 2018, on a Maurice Kamto qui s'était déclaré vainqueur. Les deux n'avaient pas proposé de PV, n'avaient pas mis à la disposition du grand public les procès-verbaux des élections. Lui, il a pris la peine de présenter 18 procès-verbaux, 18 procès-verbaux de 18 départements qui sont cruciaux pour remporter une élection présidentielle. Et en même temps, comme c'est quelqu'un qui est à l'intérieur du système, il y a quand même cette façon d'anticiper sur les actions du pouvoir. On voit bien que il dit lui-même. À mon avis, vraiment la différence, c'est ce qu'on appelle ici l'appareil d'État, l'appareil, c'est-à-dire l'appareil profond du pays. Paul Biya a toujours gouverné ce pays derrière les tentures rouges de son palais. C'est le président omni-absent, mais qui a une connaissance très fine de l'appareil d'État différent. Il gouverne le pays avec les secrétaires généraux des ministères, pas du tout les ministres. Il compte absolument pas. Et c'est vraiment un homme qui connaît bien le système, l'appareil d'État. Et donc, si à un certain moment donné, il a la force la plus forte, c'est le BIR, la brigade d'intervention rapide, qui est encadrée par des Israéliens, mais eux, ils peuvent protéger Yaoundé, ils peuvent protéger le palais présidentiel, mais ils peuvent pas assurer dans l'ensemble du pays. Et si à un moment donné, apparemment, il y a dans certaines casernes, les gens ont voté plutôt pour Chiroma, et ça serait intéressant de voir, à mon avis, c'est là où ça va se jouer. Avec l'armée, si l'armée choisit le camp. C'est une chose, mais c'est vraiment au sein de l'appareil d'État de voir à un moment donné si elle peut basculer. Il connaissait très bien. Est-ce qu'aujourd'hui, il connaît encore très bien? Est-ce qu'aujourd'hui... Oui, si c'est lui qui ne connaît pas, son entourage peut connaître. Est-ce qu'il a encore une maîtrise? Tout à fait. C'est ce qu'il faut noter aujourd'hui, c'est qu'il y a une guerre de clans au sein du régime. Il y a d'un côté le clan du secrétaire général à la présidence de la République qui a créé au sein de la présidence de la République un petit comité pour désigner des personnes à arrêter, pour piloter toute la stratégie de défense face à la foule qui tente de essayer d'inverser les rapports de force. Mais le problème, c'est le danger de l'instrumentalisation d'une crise politique en crise sécuritaire. Quand on sait que le Cameroun est aujourd'hui en état d'insécurité dans sa partie, dans le nord-ouest et le sud-ouest, et actuellement le fief de Issa Chiroma Bakary Garoua, donc en parlant du septentrion, c'est une région qui fait face à des incursions de Boko Haram, et Boko Haram qui revendique d'ailleurs la création d'un califat régional. Est-ce que ces terroristes-là n'essaieront pas? C'est une ficelle un peu grosse, parce que ça fait quand même un petit moment que ce genre de ficelles sont tirées justement par des potentats locaux qui tiennent à conserver le pouvoir. La vraie question, c'est que Paul Biya est-il encore capable d'exercer le pouvoir? Parce que vous avez raison. On avait vu ce meeting. Remarquable intelligence. Vous savez, quand il est apparu le 8 octobre, c'est vrai que son apparition, ses propos avaient un peu surpris. On a eu l'impression un peu comme en Algérie avec Bouteflika, qu'on agitait le portrait. Je pense. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus sous-estimer le rôle des jeunes. Tout à fait. Alors on l'a vu dans d'autres pays, on l'a vu au Népal, on l'a vu ailleurs. J'ai oublié Madagascar, mais je pense que là aussi ils peuvent jouer un rôle. À un moment donné, ces jeunes qui jusqu'à maintenant soit vivent dans la pauvreté, sont obligés d'émigrer, etc., sont en train de prendre en main leur destin en s'appuyant aussi sur les réseaux sociaux, sur certaines. C'est qui donne un contexte un peu particulier par rapport aux années 1990. Voilà, ça c'est différent. Il y a peut-être aussi une question de volume, en quelque sorte, de nombre. Peut-être que les équilibres sont en train de basculer. Et il y a une grande intelligence de la foule qui justement s'appuie sur quelqu'un, un candidat qui n'est pas un inconnu du régime et qui au contraire peut rassurer, y compris les élites sur place, y compris les clans gouvernementaux. C'est-à-dire qu'ils ont affaire à quelqu'un qui sait gouverner, qu'ils connaissent, qui est depuis longtemps en politique. Donc il y a plus de confiance. Donc la population, faisant confiance, on l'a vu dans ces meetings où il y avait vraiment beaucoup de jeunes, à cet homme, M. Bakary, a fait un bon choix, un bon pari, parce que ça met le pouvoir devant une équation très difficile à résoudre. Et après, moi j'aimerais savoir quelle est la place de l'Union africaine qui félicite d'un côté Paul Biya et qui dit attention aux violences, effectivement, il faut faire attention. Là aussi, est-ce qu'elles peuvent avoir une importance ou pas? Il y a pas que l'Union africaine, il y a, je crois, l'Union européenne aussi, qui a pris acte
il prend acte. Il n'y a pas eu de félicitations c'est la première fois que les ambassadeurs localement n'ont pas assisté à la cérémonie de proclamation des résultats. Absolument, à la cérémonie. Donc ça, c'est un signal pour vous, quand même. Ça bouge un peu. Du côté de la France, on a, je crois, une note on prend note plutôt dans la lettre qui a été envoyée à la présidence de la République. C'est plutôt une leçon de morale en matière de démocratie, en matière de respect des droits de l'homme, de libération des prisonniers, des personnes qui ont été arrêtées à Nissé Kane, Djekam Tchameni, ont tous été arrêtés dans la foulée, dans la foulée de ces manifestations. Là, ils ont été arrêtés chez eux. Et aujourd'hui, il y a quand même des faits inédits en matière de diplomatie qui font croire que l'Union africaine, l'Union européenne, la France sont un peu sur leur garde par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce qu'ils reconnaissent vraiment, est-ce qu'ils reconnaissent vraiment la réalité de ces résultats, ou alors c'est juste des. Donc, pour combattre cet immobilisme, donc il y a ces signaux encore faible, hein, d'après ce que vous dites de la diplomatie occidentale. Il y a ces jeunes qui peuvent se soulever jusqu'à la fin du président quand même à Madagascar. Hein, il a quitté. Oui. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que qu'il n'y ait pas d'immobilisme? Parce qu'il y a certains pays qui ont réussi. L'année dernière, le Sénégal, on a un exemple. Là, il y a eu une alternance. Donc, oui, là, sauf que le système camerounais est extrêmement verrouillé. C'est-à-dire qu'on a quand même. Alors attendez, on va finir. C'est-à-dire on a un système qui est assez. Paul Biya maîtrise tellement son système qu'il sait désamorcer les crises. Sauf que cette fois-ci, c'est vrai qu'on a une jeunesse qui est déterminée. Malgré le fait qu'on tire sur des manifestants, ils sont toujours là, ils n'en démordent pas. On est passé des manifestations aux villes mortes. Et aujourd'hui, c'est le pouvoir qui demande aux gens de sortir plus tôt, alors que il y a de cela quelques jours, c'était plutôt l'armée qui essayait de tirer sur les manifestants. Moi, je dis toujours, il ne faut pas minimiser la capacité de Paul Biya à sortir de ce genre de crise-là. C'est pas fou. Et bien évidemment, c'est plus le temps passe, plus on a Paul Biya qui mobilise ses troupes, plus on a. Et pourtant, qui brille par son absence. Et qui brille par. Et d'ailleurs, c'est pas lui, c'est son clan. Et il y a son clan, mais lui, il agit comme une sorte de patriarche qui est au-dessus de la mêlée. C'est très important, ça, qu'il soit au-dessus de la mêlée, parce qu'il faut pas non plus sous-estimer l'inquiétude de population du Sud par rapport au Nord. Tout à fait. Et puis l'attentat, etc. Non pas, ça serait, si par exemple, Issa Chiroma Bakary arrivait au pouvoir, ça serait vraiment la vengeance depuis Ahidjo. Ça veut dire c'est un retour d'un peuple au pouvoir au Cameroun, et ça aura une incidence au niveau social, économique extrêmement importante. Et les populations du Sud sont quand même, un certain nombre d'entre eux peuvent jouer double jeu et préférer finalement garder un Biya en pensant que eux ils pourront faire leur place à un moment donné plutôt qu'avoir un